Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à ce nouveau webinaire de l'IRIS qui va porter sur l'Union européenne face à la crise économique, enjeux et risques d'initiatives inédites. Et j'ai le plaisir d'accueillir autour de moi à distance pour ce webinaire, Isabelle Coupet-Soubeyran. Vous êtes économiste et maîtresse de conférences à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et conseillère éditoriale au CEPI. Pierre Jaillet, vous êtes économiste, chercheur associé à l'IRIS et ancien DG économie et relations internationales de la Banque de France. Pascal Johannin, vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schuman et Sébastien Maillard, vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Donc, je vous remercie tous les quatre d'avoir accepté de participer à cette conférence ce soir sur cette question cruciale de la relance et des instruments de relance mis en place par les institutions européennes. Nous sommes en effet face à une crise qui est relativement inédite à plusieurs titres. D'abord, de par le triple choc qui la caractérise, choc de l'offre, choc de la demande, mais aussi choc de confiance. Inédite aussi parce que c'est une crise économique qui survient alors même que l'économie ne se portait pas si mal fin 2019 et qui c'est pas une crise qui a des racines en tant que telle dans l'économie. Et puis, c'est une crise inédite ce week-end dans un autre contexte. Je suis allée regarder un petit peu les données de Madison sur les produits intérieurs bruts et sur les chiffres de la croissance dans une perspective de long terme. Et on s'aperçoit qu'au fond, on n'a jamais connu un tel ralentissement d'une telle ampleur, ni pendant les deux guerres mondiales, où le ralentissement a concerné essentiellement les pays en guerre, Allemagne, France ou Japon pour la Deuxième Guerre mondiale, Allemagne, France et Russie pour la première, ni au moment des chocs pétroliers ou d'autres crises économiques, où souvent une croissance négative aussi, ou une décroissance aussi forte ne concernait que certains pays et pas l'ensemble de la planète. Et pas du tout. On retrouve des choses assez similaires à la fin de la guerre froide dans un certain nombre de pays de l'Est, mais on était dans un contexte radicalement différent, de passage, de transition d'un modèle économique à un autre, avec la nécessité de détruire d'abord un modèle, si vous me permettez l'expression, pour en reconstruire un autre. Donc, on s'aperçoit qu'on est vraiment dans un contexte très particulier. Et de fait, les réponses qui ont été annoncées tout de suite, très, très rapidement par les États, un peu moins rapidement, mais somme toute ensuite par les institutions européennes, sont là aussi totalement inédites. Toujours ce week-end, je m'amusais à calculer parmi les différentes mesures, à sommer les différentes mesures annoncées et les moyens investis, et on atteint peu ou prou un petit peu moins de 40% du PIB européen qui va être investi dans la relance de l'économie. Bien évidemment, j'intègre les mesures nationales et les mesures européennes. Donc, on s'aperçoit qu'on est quand même dans quelque chose de très nouveau et donc de très incertain. Et c'est de cela dont nous souhaitions discuter ce soir. Alors, je vais tout de suite, sans plus tarder, peut-être poser la première question à Pascal Johannin, lui demander, parce que la Fondation Schuman propose un papier sur son site qui reprend très très bien, qui dresse un panorama des instruments qui vont être employés, des mesures qui ont été annoncées depuis le mois de mars par les institutions européennes. Donc, je vais vous demander, Pascal, si vous pouvez nous dresser ce panorama, nous rappeler tous ces instruments qui ont été annoncés, qui devraient ou pourraient être mis en place dans les mois qui viennent. Bien sûr, Sylvie, merci déjà de l'invitation et merci à l'IRIS d'organiser ce débat sur l'Europe. On ne parle jamais assez d'Europe et donc il faut se souvenir que cette crise, elle n'est pas européenne, hein, elle est mondiale et elle a commencé en Asie, on a été touché après, elle est maintenant en Amérique, alors nord et sud. Et donc, en effet, c'est une crise sanitaire. Alors, dès qu'on prend le mot sanitaire, on se dit que l'Europe n'a aucune compétence et que, aïe, 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 elle ne va rien pouvoir faire puisque c'est en effet un domaine où, en effet, les États membres qui composent l'Union européenne ont gardé la main. Il n'empêche que si on regarde la chronologie, c'est assez intéressant, la chronologie, la première mesure prise par la Commission européenne, il y a plusieurs institutions qui ont œuvré, mais on va commencer par la Commission. La première mesure prise par la Commission européenne en matière sanitaire date du 28 janvier 2020. 28 janvier 2020, c'est-à-dire quand on a en effet
commencé à comprendre ce qui se passait en Asie et qu'on a eu les premiers cas arriver en Europe. Et donc, c'est-à-dire assez tôt, la Commission européenne a engagé ce qu'on appelle le mécanisme de réaction rapide de l'Union. Et on a en effet des choses qui ont été prises. Alors, ça a été lent pour certains parce que ce ne sont pas des nouveaux instruments. La Commission n'a fait qu'activer des moyens qui lui sont accordés modestement par les États, hein. Mais il y a eu toute une série de mesures entre le 28 janvier et le 13 mars qui étaient essentiellement sanitaires, mais qui ont fait, par exemple, que on a pu coordonner les demandes de protection sanitaire, essayer de faire des choses en matière de recherche aussi. Et donc, c'est pas des choses très volumineuses et c'est pour ça qu'on a l'impression que la Commission n'a rien fait, parce qu'en effet, c'est des choses en matière sanitaire où il n'y avait pas beaucoup de compétences de l'Union. Mais si on regarde, il y a quand même eu 5 ou 6 mesures sur tout ce qui est ou la recherche pour le vaccin ou euh, des traitements, ou alors en effet tout ce qui était équipement sanitaire, donc masques, tests, respirateurs, jusqu'à en effet favoriser les convois aériens, faire en sorte que les avions qui n'avaient plus de passagers puissent quand même voler, ou alors la suspension des droits de douane et de TVA sur ces vols sanitaires. Donc ce sont des petites choses, mais ça a été. Et puis, on est passé de la crise sanitaire à la crise économique. Alors, Pierre Jaillet nous le dira ou Jezabel, mais parce que volontairement, et c'est la première fois, vous disiez Sylvie, il n'y en a pas eu d'équivalent, c'est la première fois que l'on met volontairement l'économie à l'arrêt à cause d'une crise qu'on n'appréhende pas. D'ailleurs, il y a déjà des débats sur le fait est-ce qu'on aurait dû prendre les mesures qu'on a prises. Mais devant la crise sanitaire, il y avait des tas d'incertitudes, des tas d'interrogations, une méconnaissance. Et on a dit, pour ne pas répandre le virus, on va arrêter l'économie, mais brutalement, tous secteurs confondus, hormis les secteurs les plus essentiels et vraiment. Et donc, c'est la première fois, en effet, qu'on a cet arrêt brutal de l'économie. Il y a eu des guerres, il y a eu des, mais là, cette fois-ci, on a volontairement arrêté les échanges, arrêté la consommation, arrêté les usines. Et donc, ça a un coût dont on n'a pas forcément encore euh, l'incertitude, même si en effet plusieurs euh, institutions ont fait des projections. Et alors, en matière économique, là, quand on parle d'économie, là, on peut retrouver l'Union européenne, puisqu'elle s'est longtemps appelée la Communauté économique européenne. Donc, si on sort du contexte sanitaire où, en effet, il n'y a pas beaucoup de compétences de l'Union, dès qu'on parle d'économie ou là, on a en effet des mesures. Alors, les mesures de la Commission, en matière sanitaire, c'était le 28 janvier. En matière économique, c'était dès le 13 mars, hein. Dès le 13 mars, on a eu la première mesure qui était l'assouplissement des règles budgétaires de l'Union européenne. Alors, les règles budgétaires, vous savez, c'est les fameux 3%, 60% du pacte de stabilité et de croissance. On a dit, bon, provisoirement, on va les mettre de côté, sinon, compte tenu de ce qui se passe, l'arrêt de l'économie, on ne va jamais respecter et tous les États vont exploser les compteurs. Mais il y a eu aussi très tôt des hausses également d'instruments qui existaient, hein, parce que toujours il fallait réagir en urgence un petit peu à cette situation. Alors sur des plans d'investissement stratégiques, sur des budgets de programmes existants pour essayer de favoriser en effet la fluidité des échanges ou permettre en effet d'avoir les, les, les matériels qui étaient nécessaires pour que l'économie qui était à l'arrêt ne sombre pas complètement en matière alimentaire, en matière de secteur agricole, au secteur de santé. Donc tout ça, ça a été pris en urgence très rapidement. Et puis, il y a cette date du 13 mars de la Commission européenne. Il faut tout de suite parler du 18 mars,
puisque là, le 18 mars, c'est une autre institution européenne qui est entrée dans le jeu, la Banque centrale européenne, en indiquant qu'elle mettait 750 milliards pour racheter en effet des actifs. Et ce volume-là, si vous voulez, ça a été pris, d'ailleurs on a dit le bazooka de la BCE. Or, il faut voir que c'était quelque chose qui existait aussi dans d'autres banques centrales et que la Banque centrale européenne n'a fait que prendre des mesures qui permettaient en effet à l'Europe de ne pas être isolée par rapport à d'autres continents. Il faut toujours reprendre cette crise en essayant d'avoir une vision un peu géopolitique pour qu'en effet l'Europe ne soit pas la perdante de la crise en restant en effet engoncée dans des règles qu'elle s'était elle-même mises. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui a été reproché d'ailleurs à la BCE en disant mais c'est pas votre mission. Et la présidente, qui est Christine Lagarde, elle dit mais si, c'est la réponse qu'il faut. Elle correspond à un objectif clair, proportionné, qui permet en effet de faire face à cette crise dont on ne sait pas exactement combien de temps elle va durer, puisque le virus, le 18 mars, c'est le moment où beaucoup de pays ont confiné, donc c'était vraiment le début. On voyait pas très bien jusqu'où elle allait aller, donc c'était des mesures qui étaient vraiment importantes parce que ça a frappé les esprits. Et si on finit sur la Banque centrale avant de revenir sur la Commission européenne, il y a 4 jours, il y a eu ou 5 jours maintenant, le 4 juin, il y a eu un nouveau conseil des gouverneurs de la BCE et on a réinjecté après ces 750 milliards, 600 milliards, donc ce qui porte l'aide de la BCE pour faire face à la crise à 1350 milliards d'euros. Donc c'est bien la première fois, enfin sous réserve en effet que Pierre ne contredise pas, c'est bien la première fois qu'il y a un engagement de la BCE à cette hauteur, mais parce que, comme vous l'avez dit Sylvie, c'est une crise inédite et donc il y a un besoin de parer au plus pressé, de prendre les mesures qui éviteront à l'Union d'être en effet, avoir les répercussions les plus négatives de cette crise. Alors si j'en reviens maintenant à la commission, il y a un processus graduel entre le 13 mars, début des premières annonces, et le 27 mai, le plan de relance, dont je laisserai à Sébastien de révéler tous les détails. Mais on voit bien qu'en un mois, l'Europe, cette fois-ci, a été en mesure de prendre les bonnes décisions qui s'imposaient. Il faut toujours repasser des crises à une autre. Donc, il faut se souvenir qu'il y a 10 ans, pour la première crise financière de 2007-2008, on avait en effet reproché à l'Europe de ne pas avoir pris le pouls rapidement de la situation et d'avoir laissé les choses un peu en l'état, notamment en Grèce, et d'avoir tardé à répondre et d'avoir mis en place les instruments qui étaient nécessaires pour juguler cette crise. Là, cette fois-ci, cette critique qu'on a pu faire il y a 8 ans à l'Union européenne, elle ne tient pas, puisque en effet, en un mois et demi, la Commission européenne a pris toute une série de mesures qui vont dans différents domaines, hein, et des domaines qui sont… alors, on a parlé tout à l'heure des mesures qui assouplissaient les règles du pacte de stabilité. On a également des aides, des assouplissements des législations concernant les aides d'État. Et on a vu qu'en effet, face à la crise, un certain nombre d'États, et tous, ont apporté un soutien à des secteurs stratégiques de leur économie qui étaient en difficulté. Et on peut penser, alors pour prendre l'exemple de l'Allemagne, l'aide de 9 milliards à Lufthansa il y a une semaine. Vous avez également quelque chose qui est assez inhabituel de la part de la Commission, en créant un programme qu'on a appelé SURE, S-U-R-E, qui est d'aider le financement du chômage partiel, qu'a divisé cette crise, pour pas mettre tous les gens au chômage comme aux États-Unis, ce chômage partiel. Et donc, c'est la première fois, en effet, que l'Union européenne, avec un programme qui était de 100 milliards d'euros pour ce programme de financement du chômage partiel.
On a également beaucoup de choses faites sur les investissements stratégiques, investissements dans les secteurs qui sont les plus concernés, jusqu'à en effet le 27 mai, ce plan de relance, alors qui avait été, si je puis dire, un peu aiguillonné par la France et l'Allemagne, qui 8 jours avant, lors d'une conférence de presse, également en visioconférence, entre la chancelière allemande et le président français, avait annoncé une initiative de 500 milliards, ce qui a aidé un peu Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, le 27 mai, a proposé une aide de 750 milliards qui se décortique en deux choses, ce qu'elle appelle le Next Generation, c'est-à-dire en effet essayer de parler de l'avenir de l'Union européenne avec en effet des nouveaux financements possibles sur les prochaines années financières. Et quelque chose qui est nouveau également, c'est d'accoler ça au budget de l'Union européenne. Alors, ce budget de l'Union européenne, c'est un autre débat, mais il est assez faible en montant. Il représente 1% du PNB. Il y avait une grande discussion au mois de février qui avait achoppé. Et donc là, en effet, il faut regarder ce que cette proposition de la Commission va être traitée par le Conseil européen qui se réunit dans 10 jours. Mais il y a 750 milliards, dont 500 milliards seraient des subventions ou des garanties budgétaires, c'est-à-dire que la Commission, ça aussi c'est une première, pourrait émettre des obligations au nom de l'Union. Hein. Je rappelle que la note financière de l'Union européenne est un triple A en rating, donc elle aurait donc en effet des facilités pour à trouver ses crédits. Qu'elle, en effet, alors sous une ventilation qui reste à définir, des garanties budgétaires ou des subventions à des, non pas des États, mais à des entreprises ou à des secteurs, régions qui ont été particulièrement touchés par le virus, ou alors des prêts. Alors pour l'instant, la répartition, c'est 500, 250, à voir comment les États vont. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que quand on parle des régions les plus touchées, quand on connaît comment se marque le budget européen, généralement le budget européen, il aide les pays, les régions les moins favorisées, celles qui sont en transition, celles qui sont éventuellement excentrées. Et là, si on regarde la carte de la pandémie, les régions qui étaient très rouges, en Italie, c'est la Lombardie, la région la plus riche d'Italie, donc qui n'a pas droit normalement aux fonds structurels, aux fonds de cohésion de l'Union. Idem en France, l'Île-de-France a été une région qui est d'ailleurs toujours classée un peu différemment selon les couleurs prises par les autorités françaises. C'est la région la plus riche de France. Donc, on va avoir en effet quelque chose de nouveau dans l'attribution de ces fonds, puisque sans déshabiller les régions ou sont aujourd'hui déjà soutenus par le budget. Donc c'est pour voir, c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir en effet comment les États, puisque là c'est une compétence complètement des États, de voir comment en effet ils vont accepter ce plan de la Commission et cette répartition. Mais c'est un effort pour la première fois très important, tant de la BCE et de la Commission, pour être à la hauteur de cette crise qui, comme vous l'avez rappelé Sylvie, est inédite, et faire en sorte que l'Europe s'en sorte aussi bien que les autres acteurs internationaux quand la reprise, ou tout du moins pour faire en sorte que cette situation ne soit pas un boulet et qu'on puisse en effet envisager une reprise, alors non pas en 2020, mais très tôt en 2021. Et je crois que mon temps est imparti là. Tout à fait. Merci beaucoup, Pascal. Je me tourne à présent vers Sébastien Maillard. Sébastien, Pascal a rappelé que les négociations qui s'étaient tenues en février autour du cadre financier multiannuel avaient achoppé, en tout cas avaient été extrêmement compliquées. Et aujourd'hui, on s'appuie sur ce cadre financier très logiquement, en fait, pour relancer l'économie européenne. Comment se présente la négociation de ce plan de relance dans ce contexte où on double finalement les moyens alloués à la Commission pour soutenir l'économie européenne, mais à la fois on sait qu'il y a de fortes divergences entre les pays dits frugaux et ceux qui ont le plus souffert de cette pandémie. Et la deuxième question à laquelle j'aimerais qu'on essaye de répondre, c'est pourquoi la Commission adopte une posture que l'on peut
véritablement qualifier d'inédite pendant cette pandémie? Est-ce que les leçons des crises précédentes, et en particulier de la crise de 2008, ont vraiment été tirées, à votre avis? Merci pour ces deux questions. Merci pour votre invitation, Sylvie. Je vais peut-être d'abord commencer par la deuxième question. En quoi, effectivement, ce qu'a entrepris la Commission est inédit. Effectivement, ça a été rappelé, beaucoup de choses importantes ont été mises sur la table. Je dirais ce qui est pour moi la première chose inédite, c'est quand même la vitesse de réaction, mine de rien, puisque si on regarde entre le mois de mars et aujourd'hui, tout ce qui a été entrepris, et c'est là peut-être que la leçon des crises précédentes, et notamment la crise financière et la crise des dettes souveraines, a pu être tirée, c'est que là, on est allé quand même assez vite et assez loin. On avait dit, vous souvenez-vous, pendant la crise de l'euro, qu'on faisait trop tard et trop peu. Là, effectivement, la BCE, avec un tout petit retard au départ, a quand même mis beaucoup de choses sur la table. Et la Commission, après une première phase, je dirais, mais pas que la Commission, je dirais générale, de sous-estimation collective de cette pandémie. Vous faisiez référence au Conseil européen de fin février, où effectivement le dernier sommet physique à Bruxelles des chefs d'État et de gouvernement, c'était le 21-22 février, où les 27 chefs d'État étaient là pour parler du futur budget européen. Et c'était frappant de voir que on était à quelques jours des confinements, mais pas un mot à ce stade de ce qui allait nous arriver. Donc, effectivement, on était tous collectivement à ne pas voir l'ampleur de ce qui arrivait, et même si l'Italie criait déjà au secours. Donc, il y a eu, après ce retard à l'allumage, par contre, une vitesse de réaction assez inédite. Tout à l'heure, il était rappelé ce que la Commission a mis sur la table, par exemple, pour la réassurance chômage européenne temporaire, le programme SURE, qui va commencer là début juillet. Ça a été adopté très très vite. D'ailleurs, on parle quand même de 100 milliards d'euros. Ce sont des prêts, mais c'est une vitesse de réaction. Quand on connaît la façon dont l'Union européenne fonctionne, c'est une vitesse assez inédite. Et là aussi, il y a eu une vitesse de réaction très rapide lorsque Pascal a rappelé les deux mesures importantes qui ont été prises au départ par la Commission. Je dirais d'abord de lâcher du lest, c'est-à-dire de permettre aux États de retrouver des coudées franches, aussi bien pour soutenir leurs entreprises que pour laisser filer leurs déficits. Donc la suspension du pacte de stabilité et la suspension, entre guillemets, des règles qui encadrent d'habitude les aides d'État. Ça a été aussi très fort, très vite, et que ce soit pour recapitaliser Renault ou aider le secteur aérien, la DG Concurrence à Bruxelles passe un tour de bras à valider des aides importantes que les États peuvent apporter à leur secteur, que ce soit pour les voyagistes, le secteur de la restauration, de l'hôtellerie ou des grandes entreprises. Donc ça, c'est très important. Mais bien sûr, le coup d'éclat, ce qui a été inédit par rapport à la situation nous avions, c'est le 27 mai, cette proposition de la Commission qui a été mise sur la table, que Pascal a rappelé, le Next Generation EU, ce plan de relance de 750 milliards sur 3 ans, 2021-2024. Là, c'est énorme. Et ce n'était pas écrit d'avance, ce n'était pas gagné d'avance. Souvenez-vous, pendant quelques semaines, on se demandait ce que la Commission allait vraiment entreprendre. On avait même plutôt des doutes. Ce plan était annoncé de début mai, il était repoussé de semaine en semaine. On sait que les différentes DG de la Commission avaient du mal à se mettre d'accord entre elles. Il y avait vraiment un doute si vraiment la Commission allait être à la hauteur de ce qui était attendu d'elle. C'était, je dirais, un peu l'heure de vérité pour Ursula von der Leyen, qui était en fonction depuis seulement le 1er décembre. Et tout d'un coup, voilà, quand même, quand une commission met sur la table 750 milliards d'euros, il faut quand même qu'elle soit sûre de son coût, parce que si effectivement elle essuie une fin de non-recevoir de la part des 27 États membres, toute sa crédibilité est en jeu. Et donc, elle a dû, bien sûr, pour oser ce pas, plusieurs conditions devaient être réunies. La première, c'est que, et ça a été rappelé, c'est qu'effectivement, la France et l'Allemagne, je dirais, ont aplani la route, ont préparé le terrain. Et avec cette proposition franco-allemande, il y a eu une impulsion qui, politiquement, a marqué les esprits. Et je dirais là-dedans, c'est bien sûr une impulsion franco-allemande,
Mais ce qui a le plus impressionné, c'est que l'Allemagne elle-même, je dirais c'est l'Allemagne qui a pris une posture inédite par rapport à sa posture qu'on avait connue pendant la crise des dettes souveraines. Là, on a vu non seulement politiquement une chancelière Merkel qui, à la faveur de cette crise sanitaire, a retrouvé de l'ascendant. Économiquement, elle a bien compris que c'était aussi dans son intérêt, lorsqu'on est un grand exportateur, que les autres économies de l'Europe soient remises debout, que ce soit l'Italie, l'Espagne, d'autres États, que c'est dans son intérêt bien compris qu'il y ait cette solidarité. Et puis, je dirais juridiquement, mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard avec Pierre Jaillet, il y a aussi début mai, cette décision de la Cour constitutionnelle allemande qui a mis aussi l'Allemagne au pied du mur, un peu en face de ses contradictions, et de faire en sorte que la politique budgétaire sache aussi prendre le relais dans le soutien aux économies. D'ailleurs, c'est frappant de voir que lorsque la Commission a mis sur la table les 750 milliards, plusieurs BCE ont remarqué que c'était le même montant que la BCE avait mis aussi en politique monétaire sur la table. Donc voilà, il y avait une vraie, parce que ce sont avant tout, là on parle de chiffres symboliques, ce sont des chiffres symboliques qui sont mis en avant, qui a joué. Et puis, l'autre facteur important qui a peut-être permis à la Commission de prendre cette posture inédite, et en quelque sorte, ça répond à votre question suivante sur comment va se passer la négociation, c'est que là, on est dans l'Europe à 27, on n'est plus dans l'Europe à 28. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on négocie tout ça sans les Britanniques. Et ça change la donne. Ça change la donne politique, puisque vous imaginez bien que lorsqu'on parle que l'Union européenne s'endette au nom, la Commission va s'endetter au nom, avec la garantie des 27, pour après faire pas seulement des prêts, mais aussi des vrais transferts budgétaires. Il est aussi question pour financer et rembourser ce plan de relance, d'inventer de nouvelles ressources propres. Tout cela a un vrai arrière-goût fédéral, donc il n'est pas du tout de la tasse de thé britannique. Donc on imagine que cette initiative serait tuée d'avance si on était dans une union avec le Royaume-Uni. Donc je pense qu'une des clés aussi pour une des chances dans cette négociation, c'est que d'une part, on part avec un coup franco-allemand qui a repris de l'allant avec à la faveur de cette crise, puisque souvenez-vous, jusqu'à maintenant, c'était plutôt un moteur franco-allemand qui était terriblement en panne. Et la déclaration de Meseberg en 2018 avait fait long feu. On ne peut pas dire que le traité d'Aix-la-Chapelle ait relancé grand-chose. Et donc là, c'est vraiment avec ce virage allemand que l'impulsion franco-allemande a pu être prise et a préparé le terrain à cette initiative de la Commission qui a aussi profité du fait que maintenant on est dans une Europe post-Brexit, en tout cas en ce qui concerne la négociation de ce plan. Alors, comment ça va se passer? On est le 19 juin, il y a le premier sommet européen pour en discuter. Il est précédé cette semaine d'un Eurogroupe entre les ministres des Finances qui vont en discuter, un groupe élargi. Il y aura un conseil d'affaires général après lundi pour commencer à déblayer le terrain politique. Et ensuite, donc, les chefs d'État de gouvernement qui vont faire ça par visioconférence, comme nous le faisons actuellement, ce qui a quand même des limites pour négocier, puisque tôt ou tard, il faut quand même arriver à se voir physiquement sur place pour bien négocier, parce que là, on parle non seulement de s'entendre, et c'est l'originalité de ce plan, c'est qu'on a le plan de relance de 750 milliards, plus, ça a été rappelé, le cadre financier pluriannuel de 1100 milliards. Donc, ça fait une énorme enveloppe. Et c'est peut-être là aussi, ça rend les choses plus complexes, mais c'est peut-être une chance aussi de cette négociation, c'est en fait de jouer de cette complexité. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des États, les fameux frugaux, donc les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et l'Autriche, et peut-être aussi la Hongrie ou la République tchèque, en tout cas, les positions sont en train de se dessiner, qui ne veulent pas entendre en grande partie de ce plan, en tout cas, que pas entendre parler de transfert budgétaire. Et puisque c'est couplé au cadre financier pluriannuel, je dirais ça ouvre d'autres leviers. Il y a en jeu, alors ça rend la négociation terriblement complexe, mais ça veut dire qu'on peut essayer aussi avec ces États de trouver d'autres façons
de s'entendre avec eux, par exemple, sur les rabais qu'ils ont traditionnellement sur leur contribution au budget européen, sur la politique agricole commune, sur d'autres, sur la politique de cohésion. Donc, tout cela, tous ces leviers vont être activés ensemble pour arriver à avancer sur cette négociation qui est très difficile, c'est vrai. On sait bien que la proposition de la Commission n'arrivera pas indemne à la fin. Ça ne va pas du tout être conclu a priori le 19 juin, ça c'est déjà couru d'avance. Il faudra plusieurs sommets, il faudra un vrai sommet physique en présentiel, comme on dit, à Bruxelles, sans doute début juillet. Et là, on va arriver en présence allemande aussi, la présence allemande avec Angela Merkel qui met tout son poids politique dans cette négociation, va vraiment aussi peser pour que cette négociation avance. En tout cas, on s'attend à un été compliqué, avec beaucoup de sommets de bilatéraux, mais moi je garde espoir que cette négociation puisse aboutir. Les frugaux peut-être aussi peuvent être divisés, ne pas être d'accord sur tout dans cette négociation, mais là où il va, et je vais finir là-dessus, là où il y a un vrai enjeu, peut-être là où ça va bouger, c'est que même si on parle de transfert budgétaire, on ne va pas forcément signer des chèques en blanc aux États avec cet argent. Et donc, les conditions qui vont être assorties pour décaisser, puisque tout ça va transiter par le budget européen et la Commission, on peut s'attendre à ce que les conditions un peu durcies soient là pour faire en sorte que voilà, ces pays ne reçoivent pas, ne fassent pas tout ce qu'ils veulent avec cet argent, mais qu'ils servent bien à investir et à relancer l'économie européenne qui en a terriblement besoin. Merci beaucoup Sébastien, et vous avez rappelé en fait les éléments clés et justement qui font le côté inédit de ce positionnement et de ces mesures annoncées par la Commission. J'entends le Brexit, la relance du couple franco-allemand et puis et puis probablement la crise telle qu'elle se présente aujourd'hui. On va parler peut-être, je me tourne maintenant vers Isabelle Coupet-Soubeyran pour aborder la question de la Banque centrale européenne dont on a assez peu parlé pour l'instant. Quel jugement portez-vous sur la politique monétaire de la BCE en ces temps de crise? Peut-on imaginer aller encore plus loin dans les mois qui viennent? Merci beaucoup. Merci pour votre question. Merci pour votre invitation. Alors, Pascal a un petit peu parlé tout à l'heure quand même de l'action de la Banque centrale européenne et se montrer plutôt optimiste, je dirais. Donc bon, on est là aussi pour discuter, débattre un peu. Alors, je vais peut-être me montrer un petit peu plus critique. Moi, je suis tout à fait d'accord pour reconnaître le caractère massif de l'action de la Banque centrale européenne. Ça, à n'en pas douter, hein, l'action est massive avec le programme d'achat d'actifs spécial pandémie, dont il a été rappelé tout à l'heure qu'il avait été porté à 1 350 milliards d'euros après l'augmentation qui a été annoncée dernièrement de 600 milliards. Donc c'est une action massive, mais pour autant, moi ça me semble pas être une action innovante. Ça me semble pas être une action innovante, alors que cela a été dit aussi, nous sommes face à une crise inédite qui nous met au devant d'une récession profonde et qui nécessiterait d'être innovant. Alors pourquoi c'est pas une action innovante? Parce que en fait, les instruments qui sont mobilisés pour gérer cette crise sanitaire sont ceux qui ont été mobilisés pour gérer la crise financière de 2007-2008, qui était une crise bien entendu de nature différente. Qu'est-ce qu'on mobilise? Des taux d'intérêt au plancher, des refinancements bancaires extrêmement accommodants et surtout, ce dont on vient de parler, des achats d'actifs. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas, si vous voulez, de noircir le tableau. Hein. On peut tout à fait reconnaître que ces instruments ont vraisemblablement permis de ne pas s'enfoncer dans la déflation à la suite de la crise financière. Donc, de ce point de vue-là, ils ont tout de même eu un effet, je dirais, assez positif. Cela étant, on peut également reconnaître qu'ils n'ont absolument pas démontré leur capacité à replacer la zone euro sur un sentier de stabilité économique et monétaire.
Je rappellerai juste quand même qu'à la veille de la crise sanitaire, la zone euro était en phase de ralentissement conjoncturel et qu'on était en phase de renforcement du caractère accommodant de la politique monétaire. D'accord? Donc, ça signifie que les mesures non conventionnelles qui avaient été adoptées pour faire face à la crise financière n'avaient pas permis, en fait, de véritablement de replacer la zone euro sur un sentier de croissance stable. Alors, certes, les achats d'actifs massifs actuels soutiennent l'action budgétaire des États. Et il est vrai, un policy mix aujourd'hui beaucoup plus fort que celui qui prévalait auparavant. Alors, ils soutiennent l'action budgétaire des États parce qu'ils facilitent le financement de ces derniers en garantissant aux investisseurs qui achètent des titres de dette publique à l'émission sur le marché primaire que s'ils le souhaitent, ils pourront s'en débarrasser sans problème sur le marché secondaire parce que la Banque centrale européenne les rachètera. Donc ça encourage très largement les investisseurs à acquérir la dette des États sur les marchés primaires autant que les États émettent ces titres. Et il est vrai que ce soutien, d'une certaine manière, est plus important qu'il ne l'était avec les achats d'actifs d'avant, avec les achats d'actifs auxquels procédait la Banque centrale européenne à partir de 2015. Pas tant seulement parce que les volumes d'opérations sont plus importants, mais parce qu'au fond, là, ce que la Banque centrale européenne achète, ce sont des titres un peu plus neufs. Je pense que alors il faudrait creuser un petit peu ces aspects-là, mais je pense que les achats d'actifs qui ont été réalisés à partir de 2015 correspondaient en grande partie à des titres de dette publique qui avaient été émis bien avant. Là, les achats correspondent à des titres plus neufs, c'est-à-dire que les titres sont émis sur le marché primaire et puis sans doute quelques jours, pour ne pas dire quelques heures après, ces titres sont rachetés par la Banque centrale européenne. Alors, pour autant, je crois qu'il faut bien rappeler quand même que ce n'est pas un financement direct. La Banque centrale européenne n'intervient pas sur le marché primaire parce que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne le lui interdit, de même qu'il lui interdit aussi de financer les États directement par des avances quelconques ou par des crédits. Et je pense que c'est là où on peut vraiment avoir une discussion pour s'interroger sur la bonne façon, finalement, pour la Banque centrale européenne, dans cette situation de crise, de soutenir l'action budgétaire et de venir financer les États. On peut peut-être, si vous voulez, considérer que cette interdiction de monétisation se comprend tout à fait en temps normal, si tant est qu'on croit un tant soit peu aux vertus de la discipline de marché, mais que c'est tout de même assez problématique en fait en temps de crise et tout particulièrement dans cette situation actuelle, parce que on est face à une crise inédite, ça a été dit. Vous avez parlé d'un triple choc, un choc d'offres, un choc de demande, un choc de confiance. La dépression qui se profile va être profonde. La Banque centrale européenne a évoqué dernièrement des chiffres. Elle table sur un recul du PIB du produit intérieur brut en volume de 8,7% en 2020. Et ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que les dépenses publiques nécessaires vont être extrêmement importantes pour devoir combler des pertes, pour pouvoir soutenir des secteurs en difficulté, pour financer du chômage partiel. On a évoqué toutes ces mesures qui sont prévues. Et je pense qu'il est important aussi de bien souligner que dans toutes ces mesures prévues, il y a en fait beaucoup de mesures qui viennent combler des pertes, qui viennent soutenir des secteurs en difficulté, mais au fond, il y a assez peu de mesures d'investissement
en tant que tel. Il y en a un peu, hein, il y en a un peu dans les plans de soutien nationaux et européens. Il y en a dans le plan de la Commission européenne dont on a parlé dans le plan Next Generation, mais et il y a un peu de perspective d'investissement, notamment dans la transition écologique. Mais je pense qu'en fait, si vous voulez, toutes ces dépenses qui sont consenties, ce sont des dépenses qui vont combler des pertes. Ce ne sont pas en grande partie des dépenses d'investissement. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions sur les effets multiplicateurs associés à ces dépenses. Et ça me semble quand même être un point assez important parce que ça signifie que les dettes contractées pour financer ces dépenses seront peut-être de ce fait difficiles à rembourser, sans effet multiplicateur associé à ces dépenses. Eh bien, on ne créera peut-être pas les conditions du remboursement des dettes. Donc c'est un aspect important. Et ça signifie en fait que dans cette configuration-là, l'endettement sur les marchés, pour le dire plus vite, la dette, n'est peut-être pas le meilleur des instruments de financement. Ce n'est pas par la dette qu'il faudrait financer ces dépenses colossales dont on a besoin. En fait, la dette des États, là, dans la configuration qu'on vient de rappeler, va énormément augmenter. Le produit intérieur brut se redressera, on l'espère, mais il va se redresser difficilement après avoir fortement chuté. Et donc, on va se retrouver, in fine, avec des ratios de finances publiques qui seront fortement dégradés. Alors, techniquement, beaucoup d'économistes s'accordent pour considérer qu'il n'y a pas de seuil limite à ces ratios de finances publiques. OK, mais politiquement, on le sait, lorsque ces ratios se dégradent, généralement, ils sont instrumentalisés pour demander de l'austérité. Et les marchés sont parfois aussi en situation de surréagir à ces dégradations de ratios. Donc, dans ces conditions-là, que va-t-il se passer? Est-ce que les marchés conserveront l'engouement qu'ils ont actuellement pour les titres de dette publique? Et au niveau politique, que se passera-t-il lorsque on constatera véritablement le niveau dégradé de ces ratios? Est-ce que ça ne servira pas à faire du chantage à l'austérité? Je pense qu'il faut se poser ces questions et que c'est vraiment une séquence en fait que l'on peut craindre, avec à la clé un risque de crise des dettes souveraines. Et donc, avec à la clé un risque d'éclatement de la zone euro. Est-ce qu'on est véritablement mieux paré qu'en 2010-2012 pour affronter une crise des dettes souveraines? Alors certes, depuis, on a fait l'union bancaire, mais elle n'est pas complètement achevée. Et les dispositifs qui sont mis en place dans l'union bancaire, ne sont peut-être pas calibrés d'une façon suffisamment ambitieuse pour véritablement empêcher un cercle vicieux de se mettre en place entre risque bancaire et risque souverain. Donc, est-ce qu'on est véritablement mieux paré? Je ne sais pas. Il y a le mécanisme européen de stabilité qui, bien sûr, a été mis en place, mais là encore, est-il suffisamment doté? Ce n'est pas certain. Moi, je pense qu'il y a, si vous voulez, il subsiste quand même des doutes importants sur notre capacité dans la zone euro à empêcher une réédition de crise de dette souveraine. Alors sinon, eh bien, il faudrait que la Banque centrale européenne s'engage à racheter toujours et autant qu'il le faudra des titres de dette publique à tous les investisseurs qui le voudront. Bon, et dans ce cas-là, je me dis qu'il faudrait peut-être vraiment commencer à penser à changer le mandat de la Banque centrale européenne, parce que je pense que ce n'est pas comme ça, en fait, que la BCE parviendra à remplir son objectif de stabilité des prix. Pas ainsi qu'elle assurera la stabilité économique, ni même la stabilité financière. C'est-à-dire que si, en fait, toute la politique monétaire
désormais se réduit à des achats d'actifs et qu'il faut en fait les maintenir jusqu'à la nuit des temps, je pense que ça va complètement changer la nature de la politique monétaire. Et donc, au fond, la BCE ne fera plus qu'essayer d'empêcher de cette manière l'éclatement de la zone euro, et mieux vaudrait parvenir autrement à cet éclatement en complétant la zone euro de toutes les fondations institutionnelles qui lui manquent. Je pense que si on est amené à se poser toutes ces questions, c'est en grande partie notamment parce qu'on n'a pas d'union budgétaire, on n'a pas d'union fiscale, on n'a pas d'union politique. C'est ça qui aujourd'hui pose véritablement ce problème de financement. Et je crois que le grand paradoxe du moment, et je sais que j'ai un peu dépassé, donc je fais plus vite, il me semble que le grand paradoxe du moment, c'est que au nom du mandat de la BCE, on se refuse en fait à explorer des stratégies alternatives, parce que la stratégie alternative, ce serait quoi? Ce serait soit la monétisation véritable de ces dépenses publiques avec un transfert de monnaie centrale sans contrepartie, sans remboursement attendu. Et c'est possible, on peut le faire. Certes, pas directement tel que le traité conçoit les choses, mais techniquement, c'est tout à fait faisable. Donc, il y a ce type de solution alternative. À défaut, il y a au moins des solutions d'annulation de dette qui donneraient aussi un petit peu d'oxygène. Et donc, ce qui est complètement fou, me semble-t-il, c'est qu'on se refuse aujourd'hui à explorer ces stratégies alternatives de politique monétaire, même si on commence à en discuter un peu, alors qu'en fait, la stratégie actuelle, celle des achats d'actifs, elle ne fera qu'éloigner, voire même détourner la politique monétaire de ses objectifs de stabilité monétaire, de stabilité économique et même de stabilité financière, si on considère que la stabilité financière, c'est aussi un petit peu ou de plus en plus un objectif confié à la Banque centrale européenne. Donc voilà, peut-être que dans les questions, je pense avoir un peu dépassé, donc peut-être que dans les questions, on pourra rentrer un peu plus dans le détail des stratégies alternatives, monétisation, annulation de dette, discuter un peu des avantages et des inconvénients, mais au fond, c'était comme ça que j'avais envie de les justifier, de les introduire. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette analyse qui est somme toute assez, on va dire, vivifiante parce que vous abordez des sujets qui font débat somme toute, même si c'est pas au sein de la BCE, mais qui font débat au sein de la communauté des économistes. Et quand on voit les échanges assez vifs en fait et les prises de position des uns et des autres sur ces questions d'annulation de dette, de monétisation de la dépense publique, etc., on s'aperçoit que c'est pas gagné au sein de la communauté des économistes, qu'on a quand même un logiciel à faire évoluer largement pour aller dans cette direction-là. Alors, on n'ose même pas imaginer comment le logiciel de nos décideurs politiques au niveau des 27 pays européens devra même pas évoluer, devra muter pour qu'on puisse ne serait-ce qu'aborder ce type de questions. Je me tourne à présent vers Pierre Jaillet. Pierre, je voulais vous demander, au-delà des réponses politiques, budgétaires et monétaires, quelles sont selon vous les conditions d'une reprise? Est-ce qu'elle peut être rapide cette reprise, mais aussi et surtout les conditions d'une croissance durable et homogène au sein de la zone euro, puisqu'on n'en est pas à la première crise de cette toute jeune zone euro, et la crise de 2010-2012 avait quand même laissé de sacrées traces qui expliquent peut-être en partie d'ailleurs les mesures qui sont annoncées aujourd'hui et les choix politiques qui sont faits aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'orienter avec ces mesures vers un meilleur partage des risques privés par mobilisation de l'abondante épargne du Nord, par exemple, vers les économies du Sud? Et j'ai déjà des questions qui vont dans ce sens d'ailleurs. Et puis enfin, vous avez écrit sur le site de l'Institut Jacques Delors un papier sur le jugement de la Cour de Karlsruhe. Si vous pouvez nous en dire deux mots et ce que vous pensez de ce jugement. Là aussi, il y a déjà une question qui a été posée par l'un des auditeurs. Ce sera parfait. Tout ça, bien évidemment, en 10-12 minutes maximum. Merci Pierre. Merci Sylvie et bonsoir à tous et merci pour m'inviter à cette conférence virtuelle. D'abord peut-être sur Karlsruhe. Effectivement, on en a parlé avec Sébastien et on a échangé déjà là-dessus. Le timing était parfaitement inopportun, évidemment. Il y a le problème de l'incongruité juridique parce qu'il y a une cour de justice européenne et c'est un peu bizarre qu'un tribunal national
s'arroge finalement un peu les compétences d'une Cour de justice européenne. Donc là, il y a un imbroglio juridique qui est d'ailleurs pas tout à fait clair, en tout cas pas tout à fait clarifié. Il y a un problème de compétence et d'expertise, puisque finalement, les juges s'arrogent le droit d'évaluer une expertise, par leur expertise, qui n'est pas forcément très bonne sur une composante de politique économique, la politique monétaire, avec un critère dit de proportionnalité, qui est quelque chose d'assez bizarre. Ce critère de proportionnalité, c'est qu'en principe, un instrument ou l'usage d'un instrument ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour la réalisation de son objectif. Et donc, l'argument de la Cour de Karlsruhe, c'est de dire que le PSPP, le programme d'achat de titres conduit depuis 2015, a outrepassé largement à la fois les compétences de la BCE et est allé bien au-delà de l'objectif de stabilité monétaire. Et donc, pour toutes ces raisons, et on voit bien que quand on regarde effectivement, ce qui est très ennuyeux d'ailleurs, le jugement, il mélange en fait des arguments qui sont à la fois juridiques et économiques. Ils ne prennent pas en compte le problème de la complexité des canaux de transmission. Il se place du point de vue d'un agent national pour juger d'une politique communautaire. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'évaluation contrefactuelle. Qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas utilisé cet instrument, etc., etc. Mais en même temps, mon point de vue, c'est, je suis d'accord, il y a eu beaucoup de jérémiades, ils ont été vilipendés, etc., comme des juges totalement obtus. C'est vrai, peut-être. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas occulter les questions de fond. La première question, à mon avis, c'est que la politique monétaire, d'une certaine façon, elle est absente du débat politique. Peut-être sauf en Allemagne, dans certains autres pays, mais largement en France, elle est absente du débat politique. Les États membres, et en particulier la France, mais d'autres pays, ne s'occupent de la politique monétaire finalement que pour être sûr qu'à la fin, la Banque centrale européenne va payer l'addition, c'est-à-dire va autoriser le financement ou va même préempter et garantir le financement des déficits. Et alors, il est clair en même temps, et je suis complètement d'accord sur ce point, pas sur d'autres, mais sur ce point avec Isabelle, que sans union politique, il y a toujours un problème de légitimité d'une politique monétaire. Et là, finalement, c'est l'exemple typique, puisque finalement, un agent ou une catégorie d'agents, en l'occurrence les épargnants allemands, qui se croient spoliés par la politique monétaire, ont besoin de passer par un tribunal national pour avoir des explications sur une politique communautaire. Ce qui veut dire on marche un petit peu sur la tête. Et donc, la conclusion de mon papier pour l'Institut Delors, c'était qu'il faut renouveler, il faut remettre la politique monétaire dans le débat démocratique, ce qui n'est pas actuellement. Il faut relever considérablement les standards de accountability, c'est-à-dire de transparence et de responsabilité de la politique monétaire dans l'avenir, au moins sur le standard américain. Alors, je ne suis pas un fanatique de tout ce que font les États-Unis, mais je reconnais, pour y avoir passé 3 ou 4 ans, que au moins sur ce plan-là, ils sont beaucoup plus transparents et beaucoup plus accountable que ne le sont les autorités monétaires américaines. Un mot quand même, juste avant d'en arriver, sur la politique monétaire, Isabelle dit que ce n'est pas une action innovante. Je ne suis pas complètement d'accord, évidemment. D'abord parce que par rapport à la situation, à la façon, la réponse qui a été donnée par la politique monétaire dans cette crise par rapport à celle de la crise des subprimes, on a aujourd'hui des taux négatifs, et donc même franchement négatifs. 2, on a des procédures de refinancement des banques, le fameux TLTRO, à très long terme et aussi à taux négatif, ce qui est quand même considérable. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le dernier programme annoncé par la BCE, auquel on a fait allusion tout à l'heure, Pascal et Isabelle et aussi Sébastien, on est sorti largement des contraintes qui étaient dans les autres programmes. Et en particulier, il y a l'idée qu'on n'est plus bloqué par la fameuse clé du capital qui faisait qu'on ne pouvait financer ou refinancer ou acheter des titres qu'à la mesure du poids de chaque pays dans le capital, c'est-à-dire en fait du poids de ce pays dans le PIB de la zone euro. Ça a disparu dans le cas du PEPP, ce qui donne une marge de souplesse qui est quand même assez considérable, de même qu'a sauté la limite de 33% par émission. Et donc, en réalité, on a innové. Faut-il davantage innover ? Moi, je veux bien qu'on dise qu'il faut monétiser la dette publique. La dette publique, elle est déjà totalement monétisée actuellement. C'est-à-dire que lorsque ce qui se passe
aujourd'hui, c'est qu'évidemment, on ne va pas sur le marché primaire parce que c'est interdit par l'article 123 du traité de l'Union européenne. Ce qu'on fait, c'est qu'en réalité, il y a une émission sur le marché primaire. Le lendemain, voire la minute d'après, la BCE se porte acheteuse sur le marché. Alors, faut m'expliquer la différence en termes monétaires qu'il y a entre achat sur le marché primaire et achat sur le marché secondaire qui se passe dans la seconde qui suit l'émission sur le marché primaire. Et donc tout ça, je veux dire, on aura l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure. Il faut discuter des avantages d'une politique monétaire. Peut-on en faire plus? Sachant qu'en faire plus actuellement, l'impact serait parfaitement marginal. Et puis, il faut aussi discuter des risques d'une politique monétaire ultra accommodante. C'est-à-dire une politique monétaire de crise conduite sur le très long terme peut avoir des inconvénients. Elle a des inconvénients notamment, et on le sait, en termes de création possible, de bulles de prix d'actifs. Et on sait très bien aussi que, parce que c'est relativement documenté, qu'une politique monétaire avec des taux zéro voire négatifs et d'alimentation effrénée, je dirais, de la liquidité sur l'ensemble des marchés, peut conduire aussi à des effets redistributifs, notamment un gonflement des inégalités patrimoniales. Donc il faut faire attention à ça. Et j'ai remarqué que Isabelle n'avait pas utilisé le titre de le monéhélicoptère. Peut-être qu'on y reviendra. Ça va venir, soyez patient. Par pudeur, sans doute. Alors voilà. Alors non, je veux dire, la question sur je crois il faut s'interroger aussi qu'est-ce qui va se passer en sortie de crise. Quand on regarde actuellement ce qui se passe, un peu au plan macroéconomique, on a un choc sans précédent. Et on a une mobilisation sans précédent aussi des outils monétaires et budgétaires. Perte de PIB, c'est les dernières prévisions pour la zone euro, c'est 8 à 9%. Hausse de déficit public, c'est 8 à 9%. Et donc, et la politique monétaire, c'est 1350. Il ne faut pas oublier non plus les 300 milliards sur le programme d'achat qui était déjà décidé avant la crise du Covid. Ce qui veut dire qu'on a 1650 milliards qui sont annoncés, qui sont mobilisés au titre de la politique monétaire. Je veux dire, on ne peut pas dire que c'est tout à fait marginal. Et donc, en fait, il y a une espèce de surfinancement ex-ante de la crise par la BCE. Il faut avoir ça en tête. Et donc, tout se passe finalement comme si la perte de revenu national du PIB était totalement et intégralement compensée par la politique budgétaire, qui ensuite présente l'addition à la BCE. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, la sortie de crise, c'est de dire, soit on considère que la situation est normale à très long terme, c'est-à-dire qu'on ne baisse jamais plus la dette publique et on ne normalise jamais la politique monétaire, soit on considère qu'à un moment donné, il faut corriger cette anomalie, et alors il faut faire très attention, évidemment, il ne faut pas le faire trop vite, il ne faut pas mettre les agents en situation d'insolvabilité, et a fortiori des États, etc. Et c'est là, effectivement, où, à mon avis, on peut essayer de tirer parti de cette crise. Il y a une opportunité. Et on a beaucoup parlé du policy mix dans ce débat jusqu'à présent, c'est-à-dire politique budgétaire, y compris d'ailleurs les instruments budgétaires mobilisés au niveau de l'Union européenne. Et d'ailleurs, je salue tout ce qui a été dit, notamment par Pascal et Sébastien. Je trouve que c'est d'excellentes nouvelles. Et donc, ça, c'est une chose. Mais il faut mobiliser d'autres types de leviers. Et alors, ce qui s'est passé, puisqu'on compense intégralement sur les ménages et en partie sur les entreprises la perte de revenus liée à cette crise, il faut voir qu'en même temps, on a un surplus d'épargne qui est de l'ordre de 400 à 500 milliards, alors ce qu'on appelle l'épargne forcée. Cette épargne forcée, une partie va devenir une épargne de précaution parce que tout à fait normalement, les agents ont un petit peu plus peur de l'avenir que ce n'était le cas auparavant. Mais il y aura quand même quelques centaines de milliards qu'il va falloir réinjecter dans l'économie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on regarde la situation structurelle d'épargne de la zone euro, elle est excédentaire. Elle est excédentaire. Quand on regarde le compte courant de la zone euro, depuis 3, 4, 5 ans, on a un excédent de l'ordre de 4% du PIB, c'est-à-dire environ 400 milliards d'excédent d'épargne. Donc, si on rajoute cet excédent d'épargne structurelle à l'épargne forcée qui ne viendra pas de l'épargne de précaution, on a 7 à 800 milliards à réinjecter dans l'économie. Alors, sans doute, il ne faut pas le faire aussi bêtement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ce qui s'est passé, ça nuisait totalement à le progrès dans l'homogénéité de la zone euro. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les pays du Nord qui épargnaient et les pays du Sud qui les épargnaient. Et les pays du Nord, en fait, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas réinjecter leur épargne dans les pays du Sud. Et donc, on a un creusement, une espèce de polarisation qui est extrêmement dangereuse pour la pérennité de la zone euro,
entre des pays du Nord qui épargnent beaucoup et des pays du Sud qui épargnent moins, et or qui ont beaucoup besoin d'épargne, parce que en fait, leur économie est plutôt moins avancée que celle du Nord. Et donc, en fait, tout le pari pour l'avenir, qui est déjà parfaitement, la Commission en est déjà parfaitement consciente, il y a déjà aussi des actions de la Banque européenne d'investissement qui vont dans ce sens, c'est qu'il faut redynamiser de façon durable la croissance en réinjectant cette épargne le plus possible dans la zone euro et non pas aller acheter des titres du Trésor américain, ce qui se fait actuellement, ce qui est quand même tout à fait idiot, enfin, en tout cas idiot du point de vue européen. Il faut réduire l'hétérogénéité structurelle de la zone euro par ces moyens-là. Il faut effectivement, et ça Isabelle y a fait allusion, achever, mais dans les faits, l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux de façon à pouvoir avoir des instruments de mobilisation de cette épargne vers les pays du Sud. Et il faut aussi, alors tu faisais allusion Sylvie, parce que moi c'est un de mes dadas, je pense que c'est très bien de mutualiser les risques publics, c'est-à-dire en injectant effectivement de l'argent public et des moyens publics de façon à faire avancer et à redynamiser la croissance, mais également il faut également mutualiser les risques privés, c'est-à-dire faire en sorte effectivement que l'investisseur de la zone euro se sente concerné par la croissance de la zone euro, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Je m'arrête là. Merci Pierre et pour cette ouverture sur l'épargne européenne et sa répartition et puis surtout pour avoir respecté à la minute près ton temps de parole. Alors j'ai énormément de questions. Ce que je vais faire pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions, c'est que je vais en prendre 3 ou 4 à la fois et puis vous me faites signe et je vous passe la parole et vous répondez à la question que vous souhaitez et à laquelle vous pensez avoir une réponse. Donc la première question c'est ce que j'ai, c'est considérez-vous que la gestion que l'Union européenne fait de cette crise peut signifier une relance définitive du projet européen face à cette crise existentielle? Une deuxième question sur est-ce que le plan de relance de la Commission européenne et le plan franco-allemand reprennent ou rejoignent le Green Deal précédemment adopté? Une troisième question, peut-on envisager une reprise rapide de l'économie, puisqu'à l'origine c'est d'abord une crise sanitaire et pas une crise économique, donc la question de la rapidité de cette reprise est posée d'ailleurs par plusieurs personnes. Et puis, il y a une question également sur les risques que peuvent présenter l'ampleur des mesures annoncées, que ce soit en matière de politique monétaire ou de politique budgétaire par les institutions européennes. Quels peuvent être les risques de ces mesures de par leur ampleur et de par certains aspects leur côté inédit? Qui veut répondre? Je veux bien prendre la première question, moi. Alors, Pascal, à vous. Alors, sur le projet européen, il faut rappeler à nos auditeurs que finalement, l'Union européenne ne s'est construite que par des crises et ne s'est développée que par les crises. Enfin, la première communauté européenne à laquelle Schuman est associé, c'est la communauté du charbon et de l'acier. Et 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, pour plus faire la guerre. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est un acquis définitif, c'est un bien précieux, mais il ne faut pas jurer qu'on ne connaîtra plus jamais la guerre. Et donc, on a sur cette crise, tout le monde l'a dit, il faut voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et je sais bien qu'il y a encore beaucoup à faire, mais l'Union européenne, ce n'est jamais que ce que les États membres qui la composent veulent bien qu'elle soit. Et c'est là toute la difficulté de la construction européenne. C'est-à-dire que là, on a parlé du plan de relance, on a mis des montants en jeu et Sébastien a indiqué que tout ça n'était qu'au début d'un processus. Donc, il y a en effet des choses qui sont dans le débat. Et on voit bien que la BCE est l'organe le plus fédéral d'une organisation qui n'est pas fédérale. Qu'on parle maintenant de s'occuper de choses, en effet, qui sont du ressort des États. On a clairement, en matière de santé, pour pas que cette crise se renouvelle, étant entendu qu'il y a des virus régulièrement, qu'est-ce qu'on doit tenir compte pour que la prochaine fois qu'il y a un virus qu'on ne connaît pas, on ne se retrouve pas dans l'obligation de remettre de nouveau l'économie à l'arrêt. Donc, il y a des choses. Il faut voir toujours plutôt le verre à moitié plein, parce que, en effet, l'Union européenne sort renforcée des crises. Ce qui ne tue pas renforce, et donc là, en effet, on peut s'attendre à
les décisions qui seront prises, et j'espère qu'elles pourront être prises rapidement, puisque si on doit parler clairement, il y a des choses dont on a besoin dès le mois de septembre, et puis alors les perspectives financières, ça commence le 1er janvier 2021, donc c'est-à-dire dans moins de 6 mois. Donc voilà, il n'y a plus de temps d'attendre, il nous faut aller vite, mais il y a en effet de bonnes chances que l'Union peut sortir renforcée de cette crise. Isabelle, et puis Oui, Sébastien ensuite. Pour compléter ce point et puis aborder peut-être d'autres questions, c'est vrai que si on voit le verre à moitié plein, on peut considérer que la crise financière de 2007-2008 a permis suite à la crise dette souveraine ensuite, de réaliser l'union bancaire. Donc on peut se dire à chaque crise, finalement, l'Union européenne se complète, se renouvelle, hein, et l'union bancaire a suivi la crise financière. Qu'est-ce qui suivra cette crise sanitaire? Est-ce qu'on arrivera à l'issue de cette crise sanitaire peut-être à poser davantage les jalons de l'union budgétaire? Peut-être, mais force est de constater quand même que les jalons sont un petit peu minces là, hein. Alors, il y a une disposition qu'on n'a pas tellement commentée. Si, je crois qu'on l'a fait un petit peu rapidement dans le plan de la Commission européenne, qui est une disposition très intéressante de financement d'une partie de ce plan par un emprunt de la Commission européenne au nom de l'Union européenne. Et là, on commence à évoluer vers un financement un peu mutualisé. Ça me semble très intéressant parce que c'est véritablement un tout premier pas vers l'union budgétaire. Après, comme ça a été dit tout à l'heure, est-ce que cette disposition-là sera retenue par l'ensemble des États membres? C'est vraiment pas certain. Donc, oui, c'est vrai qu'on peut voir le verre à moitié plein, mais on peut aussi constater qu'à chaque fois que l'Union européenne se complète à l'issue d'une crise, finalement, elle le fait pas. Elle le fait pas complètement. Voilà, elle se complète. Elle a 70 ans, donc bon, on peut penser qu'elle tient quand même maintenant. Voilà. L'union bancaire, c'est toujours pas l'union bancaire. Ah non, l'union bancaire, c'est une prochaine étape. Oui, ça marche par étapes. Oui, ça marche par étapes, mais attention à ce que justement on soit pas trop lent et trop dans les petits pas, surtout face à une crise comme celle-ci. Il y avait une question sur le Green Deal. Est-ce que ça fait partie du plan Est-ce que ça fait partie du plan proposé par la Commission? Il y a des petites touches de vert, hein, il y avait des petites touches de vert dans l'accord franco-allemand, des petites touches de vert aussi dans le plan de la Commission, mais pas franchement quand même un Green Deal. Et ce qu'on peut craindre, c'est que si précisément parce qu'on n'aura pas voulu s'interroger sur des modes de financement alternatifs à la dette, on sort de cette crise sanitaire avec des finances publiques complètement dégradées, eh bien, les États membres prendront ce prétexte pour considérer qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser la transition écologique, et donc on n'aura pas les moyens de réaliser ce Green Deal. Donc, je pense que là aussi, il faut vraiment réfléchir à cette question du financement, parce que il en va de la transition écologique, il en va des investissements futurs nécessaires à la vie des citoyens européens. Rapidité de la reprise, tout ça va dépendre de notre capacité à amortir les conséquences économiques de la crise sanitaire. Et il y a quand même un risque que nous n'avons pas évoqué, c'est que la crise économique, si véritablement elle est profonde, se traduise par une crise bancaire, voire une crise financière, bien au-delà des turbulences financières qui ont été observées au début du confinement. Et là, il faudrait, si on rentrait dans ce type de schéma, les choses deviendraient très compliquées quand même, hein. Si la crise économique débouche sur une crise bancaire qu'on ne parvient pas à empêcher, qu'il faut essayer de résoudre à travers justement l'union bancaire qui n'est pas achevée et dont on ne sait pas si elle fonctionnera bien au niveau de son volet résolution, les choses vont devenir un petit peu compliquées. Donc là, ce sera plus compliqué de voir le verre à moitié plein. Et sur le risque des mesures prises, moi, il me semble que le principal risque aujourd'hui, en fait, c'est celui qui vient du fait qu'on ne s'interroge pas
sur la façon de financer ces mesures. On s'interdit de se poser la question de savoir si s'endetter, c'est la bonne façon de financer ces mesures. Pierre disait tout à l'heure, c'est pas vrai, en fait, on monétise complètement la dépense publique. Mais non, on ne monétise pas la dépense publique. Et même si la Banque centrale européenne intervenait sur le marché primaire, on ne monétiserait pas non plus de cette manière la dépense publique. La seule façon de monétiser la dépense publique, c'est d'opter pour un transfert direct de monnaie centrale qui ne serait pas remboursable. C'est au fond la seule façon de déployer la dépense sans augmenter la dette. Donc c'est ça véritablement la monétisation. Et donc là, je vais être un peu moins pudique. Cette monétisation cette monétisation de la dépense publique par un transfert direct de monnaie centrale, eh bien, c'est de la monnaie hélicoptère. C'est de la monnaie hélicoptère au sens large, parce que celle-ci irait vers les États. Après, on peut aussi concevoir comme disposition alternative des transferts de monnaie centrale aux ménages et aux entreprises, de façon à ce que la monnaie centrale aille directement irriguer l'économie réelle, augmente directement la dépense et permette d'avoir un vrai effet de relance. Donc en fait, en faisant de la monnaie hélicoptère à destination des États, eh bien, on leur permettrait de déployer toute la dépense nécessaire sans augmenter la dette, donc sans s'exposer à un risque d'insoutenabilité de cette dette. Et puis, en accompagnant cela par des transferts de monnaie centrale aux ménages et aux entreprises, eh bien, on aurait des effets macro sur l'économie réelle sans défaut de transmission, sans les défauts de transmission qu'on a observés au cours des dernières années avec la politique monétaire qui a été menée et qui était juste à une échelle en dessous, mais qui, dans ses instruments, était exactement celle que l'on applique pour gérer cette crise sanitaire. Même les taux négatifs et les TLTRO, je suis désolée, mais ce sont les instruments qui ont été mobilisés pour la crise financière. C'est pas arrivé avec la crise sanitaire. Alors, Sébastien, vous vouliez prendre la parole et puis après, ce sera le tour de Pierre. Merci. Ouais, peut-être que Pierre répondra à Isabelle sur le dernier point, mais je voudrais reprendre les questions, notamment sur la possibilité d'une crise existentielle de l'Union européenne. Jacques Delors lui-même a dit pendant cette crise sanitaire que l'Europe courait un danger mortel. De même que l'Europe, c'est pas faite d'un seul coup, elle va pas non plus mourir d'un seul coup, mais effectivement, là on joue gros. Et si cet été, ce plan de relance échoue, si les 27 n'arrivent pas à s'entendre dessus, je rappelle que le Parlement européen aussi est un acteur dans cette négociation et qu'il appuie fortement ce plan, avec une large majorité. Mais si tout ça échouait, oui, là, ce serait effectivement une grave crise politique à nouveau qui agiterait les 27. Et ça, c'est un risque qui court toujours. Une question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce que l'Europe se construit au-delà de ça? Le plan de relance tel qu'il est, pour le moment, c'est vendu de manière temporaire. Tout ce dont on parle, que ce soit la réassurance chômage européenne sûre, c'est temporaire. Les prêts, les 65 milliards qui vont être levés, ensuite vont être remboursés à partir de 2028, tout c'est temporaire. Mais effectivement, on sait bien que ce qui est temporaire parfois peut durer longtemps et peut petit à petit en fait faire une nouvelle phase d'intégration européenne. Et une des choses sur laquelle on peut douter que ça avance vite, mais qui serait vraiment aussi un gros pas en avant, c'est ce qui concerne les ressources propres. Puisque dans la Commission, dans son projet, il est question de créer de nouvelles ressources propres. Quand on dit ressources propres, c'est un mot plus joli pour parler de taxes européennes. C'est-à-dire que le budget européen puisse avoir ses propres ressources. On parle de taxes plastiques, de taxes numériques, de différents. Il y a différents leviers possibles. C'est très compliqué, c'est très long à mettre d'accord. Et c'est pas du tout là pour tout de suite dans les négociations de cet été. Mais ça peut compléter effectivement la façon dont l'Union fonctionnera et avoir ses propres capacités pour, je dirais, financer son propre budget. Donc, ce dont on peut s'interroger, c'est effectivement qu'est-ce qui sera temporaire, qu'est-ce qui va durer, qu'est-ce qui sera réellement construit, est-ce qu'on aura au final de nouvelles ressources propres.
Une chose sur laquelle je voudrais insister, qui peut-être effectivement peut éviter une crise existentielle, du moins éviter que les Européens se divisent trop, c'est que dans cette crise, on parle en fait très peu de la zone euro en tant que telle. Le plan de la relance que la Commission a mis sur la table, il est pour tous les 27 États membres, y compris le Danemark, y compris la Suède. D'ailleurs, dans les frugaux, il n'y a pas que des membres de la zone euro. Et on se souvient que pendant la crise des dettes souveraines, ça avait beaucoup aussi cristallisé le débat. Il y avait ceux qui étaient dans la zone euro et ceux qui n'étaient pas dedans. Et ceux qui n'étaient pas dedans ne voulaient pas que les zones euro fassent des choses de son côté et avancent de sa propre voie. Et là, on a évité cet écueil et le fait aussi que cette crise sanitaire, et ça a été dit au tout début, ne se pose à tout le monde. Alors effectivement, il se trouve que c'est l'Italie ou l'Espagne ou d'autres pays qui sont en première ligne à nouveau, mais il n'y a pas la même question d'aléa moral comme ça a été le cas dans la crise des dettes souveraines, et donc ça peut aussi faciliter le débat politique. Et pour finir, je voudrais juste compléter la réponse sur le Green Deal et sur les risques. Sur le Green Deal, effectivement, c'est assez lâche ce qu'il y a. Les contraintes au jour d'aujourd'hui pour les plans, pour que les États profitent du plan de relance de manière verte ne sont pas du tout garanties. Il y a une forte rhétorique verte et on peut penser que dans la négociation, ça sera dans les exigences qui vont monter. Mais aujourd'hui, si un État vient à la Commission avec un plan pour davantage numériser son économie que le verdir, ça passera. Donc, il n'y a pas de fortes contraintes à ce niveau-là. Et le risque, moi, que je vois, c'est plutôt un risque bureaucratique, c'est-à-dire que tout l'argent dont on parle, les 750 milliards, ça passe par le budget européen. Le budget européen, on sait que pour l'absorber, comme on voit dans nos régions, c'est long et c'est compliqué. Et s'il y a beaucoup de critères, s'il y a les décaissements successifs par tranche, risquent d'être assez longs avant que vraiment, sur le terrain, on en voit la couleur. Donc, la mise en garde aussi qu'on peut avoir, c'est est-ce que ce plan risque d'être très ambitieux, mais risque aussi d'être, par tous ces canaux bruxellois qui sont nécessaires pour le mettre en œuvre, d'être pas aussi fort qu'il ne l'est à cause de ce biais bureaucratique. Pierre. Oui, très rapidement sur le risque éventuellement de crise bancaire, évidemment, on n'est jamais sûr, mais le président de l'Agence bancaire européenne, à partir de stress tests et d'études diverses, a récemment suggéré que la perte de fonds propres du système bancaire de la zone euro serait de l'ordre de 3 points à 3,5 points, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui est bien inférieur à l'accroissement des fonds propres qui a été fait et établi depuis la crise des subprimes. Donc il y a toujours un coussin qu'il faudra reconstituer, bien sûr, après la crise. Hein. Mais pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de gros problème de fonds propres. Et évidemment, à nouveau, je pense que la réponse a été différente cette fois-ci qu'elle a été lors de la crise de 2007-2008. C'est que la liquidité est pléthorique sur le marché, sur l'ensemble des marchés. Donc, il n'y a pas de problème de liquidité. Deuxième chose, sur la monnaie hélicoptère, il y a 3 choses qui me gênent. Ça me gêne un petit peu finalement de dire il risque d'avoir des problèmes bancaires et on va faire de la désintermédiation puisque l'hélicoptère, c'est une forme de désintermédiation. C'est une forme de passer directement de l'argent de la monnaie centrale, de la banque centrale, c'est pas de la monnaie centrale, de la banque centrale aux agents économiques. Alors, si on veut effectivement casser les banques, il n'y a qu'à faire ça. On n'a qu'à généraliser la monnaie hélicoptère et dans ce cas-là, il n'y a plus d'intermédiation bancaire et on peut supprimer les banques. Pourquoi pas? Mais c'est une autre forme d'économie. Alors, deuxième chose sur la monnaie hélicoptère, moi, il y a des choses qui me gênent encore plus. C'est pourquoi on donnerait à des technocrates, c'est-à-dire non élus, le droit de distribuer, selon leur bon vouloir, des revenus à des agents économiques. Il me semble qu'il y a des États qui décident avec des gouvernements qui sont contrôlés par des parlements, et c'est dans ce cadre-là qu'il y a des politiques budgétaires. Et ces politiques budgétaires ont des effets d'allocation, des effets de redistribution, et ces pouvoirs ne sont absolument pas, à mon avis, à donner aux banques centrales. Alors, dernière chose, il faut attendre toujours, est-ce qu'on va pouvoir financer telle ou telle chose, etc. À nouveau, je pense que c'est absolument crucial, c'est à la fin de ce que je disais tout à l'heure, il est absolument crucial de relancer l'investissement sur la transition climatique, parce que ça, c'est le gros sujet qu'on a devant nous, on y a fait allusion tout à l'heure, et sur faire en sorte que l'Europe se dote de filières stratégiques et technologiques qu'elle n'a pas, à la fois dans le numérique, dans l'énergie, etc., etc.
Et pour ça, pourquoi essayer de s'endetter? Je veux bien qu'on s'endette plus, mais l'argent, il est là. Je faisais allusion tout à l'heure qu'il y avait 700 à 800 milliards d'épargne qui devraient être réalloués et injectés dans la zone euro, et c'est précisément pour ça. Donc, il ne faut pas toujours dire je veux m'endetter. Si on a un gros matelas d'épargne qui est prêt, qui devrait être prêt à s'injecter sur ces filières stratégiques et la transition climatique, dans ce cas-là, ce n'est pas un problème d'endettement, c'est un problème d'allocation et c'est un problème de, j'allais dire, de tuyauterie pour faire en sorte que l'épargne soit mieux allouée à l'endroit où il le faut. Parfait. Alors, Isabelle, vous vouliez réagir peut-être en quelques secondes parce que j'ai d'autres questions. Alors très rapidement sur les stress tests, hein, les stress tests de l'autorité bancaire européenne n'ont absolument pas été calibrés sur les données de la crise sanitaire, absolument pas calibrés sur le stress que représente cette crise sanitaire en termes de croissance ou en termes d'évolution des prix d'actifs. Pour ceux que ça intéresse, je mentionne un policy brief du CEPI en libre accès sur le site du CEPI, dans lequel on analyse justement l'épreuve que constitue cette crise sanitaire pour les banques européennes. Donc je ne pense pas que ce soit les stress tests actuels de l'autorité bancaire européenne qui puissent nous permettre C'était pas la seule source du président. Hein. D'accord, mais ça ne nous permet pas de statuer sur la capacité de résistance des banques à ce stress qui se situe plutôt entre la crise de 29 et qui est plutôt de cet ordre-là que à la hauteur des stress envisagés par la BE. D'accord pour dire que le risque d'illiquidité est très faible, parce qu'effectivement, la liquidité mise à la disposition des banques est énorme. En revanche, le risque d'insolvabilité, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Un recul des ratios de fonds propres de 3-4 points, déjà c'est beaucoup, mais ça me semble même très optimiste en fait. On fait un petit calcul de coin de table dans ce policy brief où on montre qu'en fait il suffirait qu'un crédit sur 5 ne soit pas remboursé pour épuiser la totalité des fonds propres des banques de la zone euro. Et puis juste un mot, et je fais vraiment très vite, la monnaie hélicoptère, ça ne casse pas les banques. En revanche, effectivement, quand on l'utilise comme instrument de politique monétaire dans un moment de crise, eh bien, on s'affranchit du canal bancaire. Mais s'affranchir du canal bancaire de transmission de la politique monétaire, ça ne veut pas dire casser les banques. Donc, il faut pas déformer les choses comme ça. Il faut pas caricaturer le propos parce que sinon on représente faussement la monnaie hélicoptère. Par ailleurs, la monnaie hélicoptère, ça ne marche pas sur les plates-bandes de la politique budgétaire. C'est pas un instrument budgétaire. Effectivement, c'est pas à la Banque centrale européenne de savoir qui doit recevoir ou pas recevoir. Et c'est la raison pour laquelle, si on fait de la monnaie hélicoptère, il faut un transfert uniforme, donner la même chose à tous les ménages ou donner la même chose à toutes les entreprises, de façon à ce que la Banque centrale n'ait pas à déterminer qui reçoit et qui ne reçoit pas. Et en faisant cela, eh bien, on s'affranchit des problèmes de transmission qui sont ceux auxquels se heurte la politique monétaire actuelle, notamment à travers les achats d'actifs. Merci Isabelle. Alors on me fait remarquer à très juste titre que nous sommes restés très européocentrés. Je vous rappelle que ce type de conférences peuvent être suivies partout sur la planète, à la différence de quand on le fait dans notre amphi. Donc on a des auditeurs qui sont répartis partout sur la planète et il y a plusieurs questions justement qui se posent sur la place de l'Europe et de l'Union européenne dans le monde d'après Covid. Il y a une question qui est posée sur est-ce que les mesures qui ont été annoncées, est-ce que tout ce qui se met en œuvre au niveau de l'Union européenne peut nous rassurer, peut réduire ou au contraire amplifier les divisions au sein de l'Union européenne et donc être la porte ouverte à l'arrivée de nouveaux pays ou de nouvelles puissances qui chercheront et qui l'ont déjà fait à s'appuyer sur ces divisions. Donc on pense bien évidemment à la Chine. Est également posée la question de j'essaye de trouver les questions étrangères. La crise ne risque-t-elle pas d'affaiblir l'Europe par rapport aux autres puissances économiques majeures que sont les États-Unis ou la Chine? Et à l'inverse, j'ai des questions qui me demandent si les mesures de relance annoncées, les différentes réformes engagées par cette nouvelle commission sont-elles suffisantes pour imaginer repositionner la Chine
dans le débat, il y a une question en particulier sur entre l'UE d'avant et d'après le Covid-19. Doit-on imaginer des relations politiques, économiques ou commerciales inédites, aussi bien entre ses États membres et entre l'UE qu'avec ses principaux partenaires internationaux, et c'est la Chine qui revient et les États-Unis qui reviennent. Quel avenir de l'euro en tant que monnaie de réserve après cette crise et après la relance? La question de nouveaux instruments de fiscalité et de taxation, et bien sûr, j'imagine la taxe GAFA ou d'autres, des taxes sur les transactions financières, excusez-moi pour y arriver. Et puis, j'ai une question qui m'est arrivée par email sur les relations UE, Union européenne et Afrique. Quel soutien les Européens envisagent-ils vis-à-vis de l'Afrique et des pays africains? Et également, quelle position par rapport aux dettes des pays africains? Est-ce que les Européens vont se comporter comme la Chine et contracter toujours plus de dettes, ou est-ce qu'au contraire, ils vont essayer de réduire la dette des pays africains et soutenir la relance dans ces pays? Donc, vous voyez, on ouvre un petit peu pour les 7 dernières minutes qu'il nous reste. Qui veut commencer à répondre? Sébastien et Pascal. J'ai tellement de questions, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout, mais merci J'en d'élargir choisis une. le débat. On a beaucoup parlé de la solidarité interne entre Européens, notamment pour caricaturer entre le Nord et le Sud. Et le risque, c'est que ces débats qui vont accaparer les dirigeants pendant tout l'été et au-delà pour relancer leur propre économie, font presque que l'Europe se replie sur elle-même et quelque part oublie le reste du monde, alors qu'on a vu pendant cette crise sanitaire à quel point on était presque dans une nouvelle guerre froide entre États-Unis et Chine, et que les termes du débat s'étaient énormément durcis, voire brutalisés. Et effectivement, l'Europe ne peut pas juste être sous le banc de touche à compter les points. Et donc, l'autre grand mot à côté de solidarité, c'est bien sûr souveraineté, voir comment est-ce que l'Europe peut être plus souveraine en sortant de cette crise, puisqu'elle a été un révélateur de non seulement notre interdépendance entre nous, mais celle-ci, elle est assumée, mais de notre dépendance vis-à-vis d'acteurs, notamment, on a beaucoup dit sur la production de médicaments ou des intrants pour faire ces médicaments, à quel point nous dépendons de l'Inde ou de la Chine. Et donc, on peut s'attendre, c'était d'ailleurs dans la conférence de presse franco-allemande du mois dernier, à ce que la façon dont l'Europe se comporte dans les règles de concurrence, la façon dont elle veut commerce, effectivement, qu'il y a un plus fort contrôle européen des investissements étrangers, notamment sur les actifs stratégiques. On sait que lorsque souvent il y a des entreprises européennes à bas prix à prendre, eh bien, on a vu dans d'autres crises, effectivement, il y a des appétits qui se réveillent. Et donc, je pense que là, il y a des leçons qui ont été tirées et les Européens seront beaucoup plus vigilants. La Commission s'est autodéclarée géopolitique. C'est là, effectivement, qu'elle doit montrer qu'elle peut l'être et éveiller les autres États là-dessus. Et on voit d'ailleurs des mouvements. L'Allemagne ne raisonne plus du tout comme avant là-dessus. Elle a des ambitions. On parle maintenant beaucoup plus communément en Europe de politique industrielle. On peut aussi en parler avec les Pays-Bas, avec d'autres pays. Donc, je pense qu'il y a une vraie évolution dans la façon dont les Européens se projettent par rapport au reste du monde. Mais c'est effectivement, ça va être une transition assez longue et compliquée. Peut-être un dernier point là-dessus, c'est qu'effectivement, on sait que cette année, en 2020, il y a l'élection américaine, le 3 novembre, et ça, bien sûr, les Européens, la façon dont la relation transatlantique évoluera après cette élection, jouera énormément, effectivement, dans la façon dont l'Europe va se comporter. Mais globalement, on est plutôt à une période où on veut revoir comment nos chaînes de production sont faites et être moins dépendant ou ne pas se retrouver dans une situation de monopole en dépendant d'un seul pays, de la Malaisie par exemple, pour produire des gants ou autre chose. Et donc, si les chaînes de valeur se rapatrient davantage dans le pourtour de l'Europe, ça peut profiter bien sûr au Maghreb, à la Turquie, à d'autres pays voisins. Mais effectivement, ça va sans doute être le début d'un long changement. Pascal et puis Pierre. Alors, ensuite. Moi, je vais rappeler, pareil, une vérité, c'est que l'Europe n'étant pas un État, elle est quand même parmi les trois grands
du monde. Voilà. Donc, en effet, on en parle de la Chine, on parle des États-Unis, mais l'Europe en tant que telle, aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi. Alors, elle est dans un en matière commerciale, en matière économique, c'est une puissance. Alors, les d'autres acteurs ne nous laisseront pas passer la main. Donc, il faut qu'on soit conscient que si on veut maintenir nos positions, il faut qu'on affermisse ce qui manque, il faut qu'on renforce ce qui doit être renforcé, qu'il faut qu'on bâtisse ce qui doit nous permettre de résister. Mais on a des arguments et on a des atouts. Aujourd'hui, on ne part pas de rien. Hein. Je rappelle que dans le G20, hein, qui rassemble les 20 pays les plus grands, il y a 16 pays non européens, il y a 4 pays européens, et puis il y a le dernier siège, c'est l'Union européenne en tant que telle. Et si vous regardez au G7, alors il n'aura pas lieu malheureusement cette année, enfin, du moins à Camp David au mois de juillet, mais quand il y a le G7, il y a 9 personnes sur la photo, parce qu'en plus des 7 chefs d'État des pays les plus riches, il y a le président de la Commission et le président du Conseil européen. Juste pour dire que nous avons donc des atouts et que les pays qui sont aussi devant nous ont des difficultés. La Chine en a, les États-Unis en ont. Et donc, il ne faut pas parier sur le fait que nous seuls avons des problèmes. Hein. Et il faut simplement savoir que ce n'est pas les autres qui nous aideront. Il faut que donc nous prenions nous-mêmes les arguments pour que cette position que nous avons et qui est assez bien aujourd'hui. D'ailleurs, on voit très bien que les autres nous regardent, parce qu'on a un problème en Europe quand on regarde de l'intérieur. Mais quand on regarde de l'extérieur, l'Europe est un marché de 500 millions d'habitants avec un pouvoir d'achat extraordinaire. Et donc, les investisseurs étrangers, ils veulent venir ici parce que c'est quand même là qu'il y a une zone intéressante dans le monde. Donc, voilà. Et dernier point pour finir, sur l'Afrique, alors vous avez raison, c'est un vrai sujet. Et de la proximité que l'Union européenne a avec l'Afrique, géographique hein, en tant que telle, c'est qu'en effet, ce partenariat que nous avons établi avec l'Afrique, depuis longtemps, il y a les conventions de Lomé, etc., qui arrivent à échéance d'ailleurs, doit peut-être être l'occasion de repenser notre relation avec l'Afrique, qui fait l'objet d'autres attraits ou qui attire d'autres investisseurs. On pense aux Chinois. Et donc, en effet, ça peut être l'occasion cette année, et d'ailleurs, Madame von der Leyen l'avait dit, mais je vais dire à Sébastien, c'est bien que la crise va nous prendre beaucoup de temps, mais on a un sommet Union-Chine qui est prévu déjà dès le mois prochain. Et sur l'Afrique, il y avait déjà avant la crise des choses qui avaient été dites sur le fait qu'il fallait qu'on renforce ce partenariat. Donc, je suis pas sûre qu'on oublie parce que c'est l'intérêt stratégique de l'Europe de regarder en effet les questions dans un prisme international. Pierre. Oui, non, juste, quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est une crise mondiale. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que quand on prend les organismes qui seraient supposés avoir eu un poids et prendre des décisions mondiales, bah, ils ont été totalement aux abonnés absents. Le FMI, un petit peu moins parce qu'il fait du financement aux émergents. L'ONU, on n'a pas vu. Le G7 est totalement déliquescent et le G20 s'est contenté d'additionner des mesures qui avaient été prises par les États nationaux. À une exception quand même, c'est l'allègement du fardeau de la dette africaine qui n'est pas tout à fait négligeable. Alors, je suis d'accord avec Pascal pour dire, effectivement, les Européens sont partout et il y a un représentant de l'Union européenne. Pour avoir vécu un petit peu dans ces réunions, c'est bien qu'il y ait des représentants de l'Union européenne, mais à la limite, il y a trop d'Européens. Le paradoxe, c'est qu'au G20, il y a trop d'Européens, il n'y a pas de voix européenne. Au G7, il y a trop d'Européens, il n'y a pas de voix européenne. Pareil pour le FMI et d'une certaine manière, pareil à l'ONU. Donc, une clé, si on veut vraiment renforcer la voix de l'Europe, c'est pas d'avoir de plus en plus d'Européens sur la table, c'est effectivement d'avoir une voix européenne qui soit homogène et qui puisse effectivement avoir une position homogène, unique et qui permette de faire le contrepoids par rapport aux autres grandes puissances, notamment les États-Unis et la Chine. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre. L'heure de la fin a sonné. Alors je relais plusieurs remarques des participants à ce panel qui vous remercient tous pour ces présentations précises, enrichissantes d'informations.
J'en profite également pour me joindre à ces participants pour vous remercier tous les quatre d'avoir accepté de participer à ce débat ce soir. Je remercie également tous nos auditeurs puisqu'ils ont posé beaucoup de questions, ce qui veut dire, me semble-t-il, qu'ils ont été très intéressés par nos échanges. Et puis, je remercie aussi toute l'équipe qui a permis l'organisation de ce webinaire parce que derrière quelques caméras et quelques ordinateurs, il y a toute une équipe, donc Nathalie, Delphine, Richard, Gwenaëlle, Aliris, pour avoir permis que cette soirée ait lieu. Merci à tous, bonne soirée et à une prochaine, j'espère. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.